Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. La loi d'entente nationale annoncée par le président Ibeka dans son discours à la nation, le nouveau gouvernement mis en place cette semaine et la marche des femmes des ex-travailleurs de l'huilerie cotonnière du Mali, Huikoma. Ce sont les trois sujets que nous allons aborder dans ce forum de la presse avec nos invités. Alexis Kalambri du journal Les Échos, Abdraman Keita, le témoin, Hassan Kone, notre nation.com, Draman Aliou Kone de l'indicateur du renouveau et moi je suis Aliou Sidibé pour la présentation. Bienvenue à vous tous. Le grand dialogue. Le président de la République annonce l'adoption prochaine d'une loi d'entente nationale exemptant de poursuites tous ceux qui sont impliqués dans une rébellion armée. Ibeka précise toutefois qu'il ne s'agit pas de ceux qui ont du sang sur les mains. Des observateurs s'interrogent sur la pertinence de cette loi d'entente nationale et son impact sur la réconciliation et la cohésion sociale. Selon eux, on doit laisser la justice faire son travail au lieu de protéger des individus au nom d'une quelconque réconciliation. Alors, Alexis Kalambri, que pensez-vous de cette loi d'entente nationale? Alors, je pense qu'elle est mal emmanchée. En réalité, c'est comme une loi d'amnistie. Je pense que la logique aurait voulu que des travaux de la commission Dialogue, Vérité, Justice et Réconciliation, qu'on aboutisse à une proposition de ce genre. Mais si dès l'entame, on va à une loi d'amnistie ou d'entente de ce genre, je pense c'est pris par le mauvais bout. Mais en fait, la loi d'entente nationale en question se dit inspirée de la charte et cette charte a été d'emblée rejetée par les groupes armés. Quelle sera sa valeur et son champ d'application selon vous? Non, c'est peut-être pas important le point de vue des groupes armés seulement à ce niveau-là, mais le mieux c'était que ça soit le plus inclusif possible et je pense que en la matière la commission Vérité encore une fois est en train de faire un travail qui est intéressant parce que on recense les victimes, on renseigne les cas litigieux, on voit quelle est la procédure que chacun veut. Quelqu'un peut ne pas avoir du sang sur la main, mais s'il n'a pas offensé l'État, mais il a offensé un individu, c'est pas avec une loi qu'on peut régler. Donc je pense qu'il aurait fallu changer de méthode. Très bien. Alors, Draman Aliou Kone, quel est votre point de vue sur cette loi d'entente nationale? Bon, en fait, je pense que c'est comme il a dit, je n'ai pas trop de sa préoccupation, sa manière de voir les choses. Je crois qu'il s'est mal inspiré du cas algérien. Il y a eu tout un processus qui a abouti à l'amnistie qui a été votée par l'État algérien à son temps. Et puis, il y a un problème que le président de la République oublie. Il y a deux cas de crime. Il y a un crime qui a été commis contre l'État malien. Il y a d'autres crimes qui ont été commis par des citoyens contre des citoyens. Est-ce qu'il peut décréter le pardon des citoyens maliens parce qu'il est président de la République? C'est la question. Certainement, ce qu'il veut faire, ça part d'une bonne intention, hein, vouloir apaiser la situation. Mais on ne peut pas apaiser la situation, comme on dit en Bawara, on ne peut pas soigner une plaie sur l'appui. On ne peut pas vouloir apaiser le cœur, vouloir réconcilier les uns aux autres, tant que les uns aux autres aussi, si chacun n'assume pas ce qu'il a commis comme acte criminel ou autre, et que les victimes soient amenées à accepter le pardon de l'autre. Malheureusement, déjà, comme la charte, comme le Conseil d'entente national, tout ce que le gouvernement est en train de faire depuis 2 ans sur la question du Nord est rejeté d'emblée. C'est-à-dire que quelque part, il y a un plan de méthode, et je pense qu'il doit connaître rapidement la méthode pour qu'on puisse avoir des démarches qui sont plus consensuelles et plus inclusives en faveur de la paix.
Okay. Alors, Abdraman Keïta, un point de vue différent ou bien des choses à ajouter? Un peu différent, une petite nuance surtout, parce que moi je pense qu'en réalité ceux qui pensent que c'est une loi qui manque de pertinence n'ont pas tort de penser comme ça, c'est clair et évident, puisqu'en réalité je ne me rappelle pas que des mouvements armés pour une rébellion quelconque aient été sanctionnés par la justice malienne par le passé. Il y a eu plusieurs autres rébellions. Donc je ne vois pas pourquoi on dit on nous amène une loi pour pardonner ceux qui ont participé à une rébellion qui du reste est reconnue à l'international, par les lois internationales. C'est un droit de se rébeller et de chercher à avoir une autonomie quelconque ou bien une autodétermination. Et le droit à l'autodétermination est un droit reconnu au niveau international. Donc je trouve, comme les autres, qu'en réalité, et que c'est une loi qui manque vraiment de pertinence. Et ça, c'est pour ce truc-là. Pour ce qui est de l'entente nationale même, ça doit passer normalement par une démarche participative qui a déjà eu lieu, si je ne m'abuse, avec la conférence d'entente nationale, comme vous l'avez vous-même évoqué, au cours de laquelle conférence, plusieurs points d'achoppement ont été révélés, se sont révélés au grand jour, avec les gens, puisque les gens ne sont pas mis d'accord, les protagonistes ne sont pas mis d'accord, par exemple, sur la notion de Nazawad. Donc ce n'est pas une loi d'entente nationale qui va gérer le problème vraiment du Nord du Mali. Je pense qu'IBK, il doit encore vraiment revisiter un peu ces concepts et vraiment mieux penser les solutions à la crise que nous vivons depuis 2012. Mais la position des groupes armés, est-ce que vous pensez que ça va jouer dans la balance? Parce qu'ils ont déjà rejeté. À partir de l'instant où on dit que ceux qui ont les mains immaculées, le sang, ne seront pas concernés, il n'y a même pas lieu de parler d'amnistie. Qu'est-ce qu'on va amnistier? Je ne vois pas ce qu'on va amnistier. Donc c'est là que ça manque de pertinence. Et les gens qui ont déjà rejeté cette loi d'entente nationale, ils savent pourquoi. Parce qu'en réalité, la question est beaucoup plus profonde que ça, qu'une simple loi d'entente nationale. Je viens de vous évoquer la question, par exemple, de l'Azawad, qui n'avait pas été tranchée à la conférence d'entente nationale. Cette loi d'amnistie nationale ne l'inclut pas. Il y a beaucoup d'autres choses qu'une loi d'entente nationale n'inclut pas. Donc la loi d'entente nationale ne saurait être la panacée pour le problème du Nord Mali. Donc il y a lieu peut-être, en tout cas même s'il ne rejette pas cette loi-là, puisqu'en réalité c'est une loi qui ne s'étend, à partir du moment où ça ne s'étend déjà pas sur d'autres formes de crimes, comme l'a dit, ou bien d'autres formes de délit, ça n'a pas. Pourquoi ils doivent l'accueillir à bras le corps? La conférence d'entente nationale, je pense qu'elle a été caduque et ne peut pas servir de référent, ne peut pas lui servir de référent dès lors que même les résolutions, si vous vous souvenez, dans les résolutions, il avait été retenu, par exemple, qu'il faut dialoguer avec IAD, n'est-ce pas? Oui. Mais tout de suite après, les Français ont tapé sur la table et on a fait comme si ça n'a pas été dit. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a des résolutions aujourd'hui de la conférence d'entente nationale qui soient partagées parce que ça s'est terminé de la façon dont elle s'est terminée. Que le poisson, il faut dire. Voilà. Hassan connaît. Oui, et contrairement aux confrères, moi je pense que cette loi d'entente nationale pourrait contribuer à apaiser un peu les tensions. Mais malheureusement, en disant que la loi ne prendrait pas en compte ceux qui ont les mains trempées de sang et limite un peu le champ d'action de cette loi déjà. Maintenant, étant donné que c'est une loi qu'on veut voter, il est clair qu'on va réunir les conditions pour que cette loi-là soit suffisamment partagée par les Maliens, parce qu'elle va passer devant l'Assemblée nationale, il y aura des écoutes, Moi, je pense qu'il n'est déjà pas mauvais de penser que par une loi nationale, on pourra exempter certains faits pour que les gens soient beaucoup plus rassurés et rentrent dans la mouvance de ce mouvement de paix et qu'on se retrouve pour aller rapidement et qu'on sorte de cette situation qui n'a que trop duré. Ok. En fait, je vais revenir sur ce que j'ai dit. En fait, oui. On coupe très mal. Oui. On coupe très mal ou encore on se lève un beau matin, on pense qu'on demande des choses. Il y a toujours toute région quand on parle d'inégalité. Mais en Algérie, les gens ont donné pardon. C'était sont sentis
coupables des faits graves et on donnait pardon. Personne, pour le moment, personne ne s'est senti coupable. Autant au niveau des groupes armés, pour eux, ils sont dans leur droit de revendiquer une indépendance, c'est leur droit, comme il a appelé M. Keïta. Et on va annoncer qui? Qui a demandé un pardon? Personne. Je pense qu'il faut qu'il y ait d'abord dans un premier temps que certaines personnes se sentent coupables des faits graves, qu'on puisse les amnistier. Et d'ailleurs, j'ai même pris conscience de l'étude de l'ancien ministre de la Justice, là, et M. Konaté, qui a été clair, il dit qu'on va amnistier quelqu'un qui n'a pas commis un crime. Pourquoi? Parce que quand on écoute les présidents impliqués, ils parlent des gens qui n'ont pas commis de crime. Pourquoi amnistier des gens qui n'ont pas commis de crime? C'est insensé. On amnistie des gens qui ont été condamnés, qui ont commis des crimes et qui, à cause de la conscience ou d'autres choses, que la relation s'est dit, bon, comme c'est des gens qui sont repentis, on peut avoir les amnistier. Malheureusement, on est en train de pardonner à des gens qui n'ont rien fait. C'est ce que le président de la République a dit. Il dit que des gens qui n'ont pas commis de crimes vont être amnistiés. Absolument, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Parce qu'on parle d'amnistie, c'est généralement les gens qui ont été condamnés et c'est après coup, politiquement, on prend une décision pour les lâcher. C'est comme cela. Moi, je vais sur la question. Oui. Le président de la République a lancé quelque chose. Mais c'est dans la loi, on va avoir les détails. On va savoir s'il faut amnistier, comment amnistier quelqu'un, s'il faut que les gens... il y aura des conditions. Il y aura des conditions. On va laisser Hassan Koné terminer avec ça. On va prévoir dans la loi et que pour bénéficier de ça, il faut accepter d'abord la faute que tu as commise, il faut présenter pardon. Mais on ne peut pas décider de tout ça comme ça dans le... On va laisser Hassan Koné aller au bout de ses idées. Sinon, moi, je pense que... Et c'est la loi qui va déterminer tous ces éléments-là. Il parle d'une loi d'entente nationale. Mais lui, il a déjà parlé de loi de pardon, il n'a pas parlé de loi d'amnistie d'abord. Il a déjà cadré cette loi. Non, il a cadré ce que la loi veut. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on va faire pardonner ceux qui n'ont rien fait. Mais pourquoi on va parler de ceux qui n'ont rien fait? Bon, en fait, on va revenir à la position de l'opposition, parce que pour l'opposition, il s'agit d'une gestion à vue quand même des affaires de l'État. Et qu'en pensez-vous, Hassan Koné? Oui, l'opposition est dans son rôle, et moi, entre l'opposition et la majorité, ça pose problème, parce que c'est clair, si l'opposition ne le dit pas, c'est qu'ils ne sont pas dans leur rôle. L'opposition aujourd'hui va dire que c'est une gestion à vue des affaires de l'État. Maintenant, la question qu'on se pose, si l'opposition était à la place aujourd'hui du régime actuel, est-ce que l'opposition allait mieux faire dans le contexte malien? Ça, c'est une question qu'on peut se poser et ça vaut ce que ça vaut. Et non, c'est une question que je me pose, je n'ai pas de réponse en tant que telle, parce que je n'ai pas vu l'opposition à l'œuvre, mais l'opposition est dans son rôle de critique. Mais maintenant, il est clair que la situation a été gérée d'une manière où on peut penser qu'on aurait pu gérer autrement depuis un certain moment. Ça, c'est aussi clair. Alors, Abdraman Keïta. Oui, la position de l'opposition. La position de l'opposition, ils savent de quoi ils parlent quand ils disent que la situation est gérée comme beaucoup d'autres choses. En réalité, effectivement, je pense que ça manque de méthode. Ça manque de réflexion approfondie. Ça manque réellement de conceptualisation même et puis de meilleure compréhension de la situation globale. Parce qu'en réalité, je ne sais pas quoi. Une loi, c'est l'entente nationale. De cette façon, telle qu'elle a été conçue, telle que les problèmes... Je vois comme une goutte d'eau dans la mer des problèmes que connaissent le truc. Vous allez proposer une loi d'entente nationale à des gens qui ont refusé beaucoup d'autres choses plus que ça. Il y a eu beaucoup d'autres mains tendues dans le sens de l'apaisement qui n'ont pas. Donc vraiment, il s'agit vraiment de percevoir réellement le fond du problème, de percevoir ce qu'ils veulent réellement et d'accepter quelque part ce à quoi on a souscrit. Parce qu'en réalité, si on voit l'accord, c'est en quelque sorte l'acceptation de la Fédération du Mali. C'est une acceptation, mais le gouvernement, puisqu'ils avaient signé l'accord sous la pression, en son temps, aujourd'hui, ils en comprennent un peu la portée. Ils ne veulent pas franchir les pas qui mènent vers, c'est-à-dire la balkanisation du pays. C'est tout. Donc, une loi, c'est de l'entente nationale. C'est un peu pour peut-être un geste pour plaire aux yeux de la communauté internationale. Hein? Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Retour donc sur ce plateau avec nos invités, Alexis Kalambri des Échos, Abdraman Keïta, le Témoin, Hassan Kone du journal NotreNation.com et Draman Aliou Kone du journal L'Indicateur du Renouveau. Notre deuxième sujet, un nouveau gouvernement de 36 ministres en plus du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a été mise en place par Ibeka. L'opposition dénonce une équipe pléthorique et sans objectif précis. Les groupes armés, eux, regrettent un manque de concertation avant la constitution de ce gouvernement. Issa Sissoko. Précédemment, ministre de l'administration territoriale, Tchema Iber Koulibaly est donc le nouveau chef de la diplomatie malienne. Il remplace ainsi aux affaires étrangères Abdoulaye Diop qui quitte le gouvernement. Tchema Iber a occupé ce poste sous la transition. Le ministère de l'administration territoriale est désormais confié à Mohamed Ag Erlaf, jusque-là ministre de l'éducation nationale. Maître Mohamed Ali Bachili, qui occupait les fonctions de ministre de l'Habitat et des Affaires foncières, est absent de ce nouveau gouvernement. Il est remplacé par Cheikh Sidia Sissoko. Un autre départ du gouvernement, c'est celui de Maître Kassoum Tapo. Précédemment ministre des Réformes et des Droits de l'Homme, il a conduit le projet de réforme constitutionnelle finalement avorté. Maître Tapo est ainsi remplacé par Madame Koulibaly Khadija Sangare. Le département des sports est désormais occupé par Jean-Claude Sidibé. Il succède ainsi à Hussein Amion Guindo qui hérite de l'éducation nationale. Plusieurs ministres restent à leur poste après ce remaniement. Il s'agit entre autres de l'économie et des finances occupées par Boubou Sissé, de la culture par Ramatoulaye Diallo, de la défense par Tchenan Koulibaly ou encore de l'artisanat et du tourisme est resté à Madame Nina Wallet. Mais Abdraman Keïta, est-ce que la démission d'Abdoulaye Idrissa Maïga est une surprise ou bien elle était prévisible? Bon, je ne pense pas que ce soit aussi prévisible que ça, mais ça s'explique. Ça s'explique parce que je pense que le président de la République il est en train d'aborder d'ailleurs la dernière ligne droite et il fallait qu'il se donne les moyens d'affronter les obstacles et puis les écueils qui se dressent sur son chemin, sur le chemin de cette dernière ligne droite. Et donc je pense que son départ résulte plutôt d'une certaine raison d'État. D'une raison d'État, puisque le président de la République avait besoin de quelqu'un de l'establishment, de la trempe de Soumeylou Boubèye Maïga, un homme du sérail, pour relever les grands défis. Ouais, donc peut-être qu'Abdoulaye Idrissa il ne le voit pas aussi bien trempé dans les questions politiques et dans les, si vous voyez, les équations politiques qui sont qui se trouvent sur son chemin actuellement, et il a préféré Soumeylou Boubèye Maïga pour le faire. Donc c'est tout. Somme toute, le président de la République, c'est lui qui en a les manettes, et il nomme qui il veut à la primature, et il a choisi hors de son parti de nommer quelqu'un hors de son parti. Donc ce n'est pas la première fois qu'il choisit quelqu'un. Oui, pour cette dernière ligne droite, ce n'est pas pour rien. D'accord. Hors de son parti, ce n'est pas pour rien. Et je dois peut-être ajouter que par le passé, Abdoulaye Idrissa est son camarade. Par le passé, Alpha Oumar Konaré avait fait la même chose et avait été accusé de toutes les trahisons. D'accord, merci beaucoup. Hassan Kone, est-ce qu'il y a une semaine à l'avance, vous aurez prévu quand même la démission de Abdoulaye Idrissa Maïga, l'ancien Premier ministre? À part les grandes rumeurs, et c'est ça qui est dommage pour l'État du Mali, c'est-à-dire toutes les grandes décisions, on les a dans la rue 1 ou 2 semaines avant. Et là, c'est vraiment regrettable. La rue avait déjà annoncé la démission du Premier ministre, et de façon surprenante. Oui, et ça s'est confirmé, et c'est ce qui est inquiétant aujourd'hui pour l'État du Mali. Mais, bon, moi je trouvais quand même que ce Premier ministre était sur une belle lancée, hein. Mais avec des analyses, on comprend que, surtout immédiatement après sa démission et la nomination du nouveau Premier ministre, le ministre des Armées de la France est passé, et quand on écoute la déclaration que cette dernière
a faite, on comprend un peu pourquoi le Premier ministre a été remercié et qu'on lui a préféré Soumaïlou Boubé Maïga. Mais en fait, ce Soumaïlou Boubé Maïga qui vient d'être nommé Premier ministre a été mêlé à des dossiers de surfacturation dans l'armée et même il a été remercié en son temps en tant que ministre de la Défense pour l'affaire de Kidal. Alors, qu'est-ce qui justifie ces choix selon vous? Bon, je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, je pense que ce choix est un choix stratégique parce que, comme moi, j'ai eu à l'écrire, je me dis que le président de la République s'est sûrement dit que dans cette dernière partie, parce qu'on est à peu près à 8 mois de la fin du mandat, et il a longtemps hésité parce que dès qu'il est arrivé comme président de la République du Mali, il avait été annoncé dans des milieux politiques que Soumaïlou Boubé Maïga devenait le Premier ministre. Et là, il lui a préféré immédiatement Tatamli. Après Tatamli est parti, on a cru que Soumaïlou Boubé Maïga allait arriver et on a vu plutôt arriver Moussa Mara. Et quand Moussa Mara est parti, bon, c'est clair, la situation était un peu pourrie. On a fait venir un vieux retraité qui a pris les choses en main. Et ensuite, après, il était très coincé, mais il a été obligé de repartir dans son parti. Et on avait vraiment cru que c'était le bon choix parce que, comme je l'ai dit, Ablaye Idrissa Maïga commençait à poser des jalons. Bon, mais subitement, on constate qu'il décide de faire partie Ablaye Idrissa Maïga et il ramène Soumaïlou Boubé Maïga. Donc, ça veut dire que cette position que les gens disent que... Parce qu'on sent Soumaïlou Boubé Maïga très proche de l'Algérie. Et tout le monde sait que l'Algérie a un poids très fort dans la résolution de cette crise malienne. Bon, maintenant, aujourd'hui, on se pose des questions. Est-ce que c'est un souhait ou une exigence de l'Algérie? J'ai lu quelque part que la France aussi souhaitait que Ablaye Idrissa Maïga parte parce qu'il n'arrive pas à faire... il n'arrive pas à être un homme orchestre qui réunit tout le monde. Et la déclaration de la ministre de l'Armée française le laisse entrevoir. Donc je me dis, le président a fait un choix clair dans l'espoir qu'il y a des partenaires à l'extérieur du Mali qui pourront composer avec Soumaïlou Boubé Maïga pour qu'on aille vite à des résultats. Ok, Alexis Calabri, compte tenu du passé lourd quand même de Soumaïlou Boubé Maïga, alors est-ce que vous pensez que cette nomination est de contre-nature? Non, pas forcément. En fait, c'est de voir quel est le message que le président veut donner ou quel est le message qu'on peut tirer. Soumaïlou, malgré toutes les casseroles que vous citez, est catalogué le monsieur sécurocrate du Mali. Et il l'a souvent démontré. Vous avez vu, il y a quelques mois, il avait organisé à Bruxelles, il avait réussi à réunir les responsables de la sécurité de beaucoup de pays, qui était une première quand même et qui a été bien appréciée. Mais encore une fois, je pense personnellement qu'on n'a pas fait l'économie d'un autre remaniement avant les élections. Il n'y a aucune lecture politique possible à partir de ce gouvernement. Je suis convaincu que, comme l'arrivée de Mara, que ce remaniement s'est fait dans une crise et que le cœur a plus dicté que la raison, mais il n'est pas éviter, il n'est pas à exclure qu'on ait un remaniement avant les élections. C'est vrai, tout le monde convient que le délai est coincé, mais je suis sûr qu'il y en aura parce que si Beka veut un deuxième mandat, il n'a pas le gouvernement qu'il faut. Mais quelle est votre appréciation sur le gouvernement, ce nouveau gouvernement qui est mis en place par La lecture est difficile. Vous avez des personnes qui sont à des postes clés vous savez, un gouvernement, c'est deux choses. C'est pas forcément des cadres aguerris, mais c'est quand même le reflet d'un parti politique avec une vision politique connue de cette majorité-là. Mais ce n'est surtout pas le cas avec le gouvernement qu'on vient de mettre en place. Vous avez beaucoup dedans qui ne sont d'aucune chapelle politique. Vous en avez qui ont été de tous les régimes, comme disait tout de suite Abdraman, sans en servir aucun, et puis plein d'autres. Donc je pense qu'à ce stade, il n'est pas évident qu'on puisse avoir une lecture claire, qu'on puisse avoir de la visibilité, sauf à attendre la déclaration de politique générale du Premier ministre, mais on ne sent pas un tempo qui soit imprimé au gouvernement.
Draman Aliou connaît, compte tenu quand même du passé de Soumaïlou Boubé Maïga, est-ce que vous pensez que ces choix se justifient? Non, en fait, moi je vais revenir sur votre première question. Hein. Oui. Est-ce que le départ de monsieur était prévisible? Tous ceux qui connaissaient M. Abdoulaye Idrissa Maïga savaient qu'il a du mal à composer avec son entourage et avec le régime là. D'ailleurs, quand il a débuté sa démission, je crois qu'il est venu à son cabinet, il a fait une réunion au cours de laquelle il a été clair, il a dit qu'il est parti pour des questions de principe. De tout cas, on a ajouté des problèmes d'éthique. Ce qui avait déjà, il y avait un malaise entre lui et le président de la République. D'ailleurs, il y avait beaucoup de couacs entre les deux, notamment le report de l'élection des régionales et l'autre, laquelle le Premier ministre a vraiment eu du mal à ravaler. Maintenant, ce qui vous par rapport à Soumaïlou Boubé Maïga, ce n'est pas le premier cas des journalistes et des ministres, l'emoji rappelé au gouvernement. Il y a Tchéman Koulibaly qui a été renvoyé comme un malpropre parce que sur un constat d'incompétence sur la question de l'armée, il a été rappelé au ministère de la Santé électorale. On a annoncé Tireta qui avait été renvoyé du gouvernement parce qu'il y a eu des scandales d'engrais frélatés et d'engrais qui a été rappelé même, qui a dit non finalement. Ce n'est pas nouveau avec ce régime-là. Je crois qu'il y a beaucoup d'incohérences dans la démarche du président de la République, il faut le dire. Il y a des gens qui ont été renvoyés parce qu'ils ont été jugés incompétents. Lui-même, il est sorti par rapport à Soumaïlou, il a dit beaucoup de choses. Le rappel de Soumaïlou, c'est avant tout une victoire pour la personne de Soumaïlou parce que quelqu'un vous a renvoyé en disant que vous êtes compétent, il vous a rappelé en même temps. C'est vous dire qu'il y a beaucoup d'incohérences au niveau de la démarche du président de la République concernant les gens qui travaillent. Deuxièmement, il y a aussi des problèmes par rapport à la composition du gouvernement. On parle d'un pays en crise, 36 ministères. On est dans quel pays? Même des pays les plus riches que nous, comme la France, chacun travaille aujourd'hui avec l'équipe gouvernementale. C'est des charges qu'on crée. Malheureusement, je pense que j'ai la conviction qu'on n'a pas conscience de la limite de nos moyens et de l'urgence qui est là. Et je crois que si on doit continuer ainsi, je pense qu'il ne va pas plus de gouvernement ministériel les mesures. Il n'a même personne pour mettre au gouvernement maintenant. On a fait le tour de la question. Hein. Aujourd'hui, on va s'acheminer à cette équipe-là. Mais malheureusement, aucun Malien n'est content de ce gouvernement. Et à la limite, ça rajoute à l'inquiétude des uns et des autres. Voilà. Ok, Abdraman Keïta, votre appréciation sur le gouvernement, l'actuel gouvernement mis en place? Non, je pense que contrairement aux autres, moi je pense qu'en réalité c'est un gouvernement qui ne sort pas du néant. Hein. C'est pas un gouvernement pensé ex nihilo, c'est un gouvernement de dernière ligne droite. Ibeka, il a élargi, tel que mon confrère vient de l'évoquer, c'est parce qu'il s'attend. Il l'a élargi parce qu'il l'a élargi de façon très ciblée. Il l'a élargi pour les politiques. C'est bon, on sent une volonté d'amener tous les partis politiques auparavant frustrés d'être sous-représentés ou bien d'être un peu dans le protocole gouvernemental, un peu lésés dans le gouvernement connotation, on le sent, on le sent bien. Donc c'est un élargissement politique, puisqu'en réalité il a reposé le gouvernement sur les formations politiques sur lesquelles il compte pour sa réélection. Okay. Donc à cela s'ajoute le fait que cette réélection passe par le relèvement de certains défis tels que la sécurité et autres là. C'est pour cela que Boubé est là et pour affronter ces questions de sécurité, pour affronter les problèmes, même les équations relatives à la possibilité même d'organiser ces élections-là. Okay, parce qu'en réalité, il y a une élection. Parce que la question sécuritaire. Si il devait élargir sa base électorale, malheureusement, il n'y a pas eu le partenarial, pas électoral, mais partenarial. Il n'y a pas eu beaucoup d'adhésion. Parce que ceux qui sont arrivés, je crois que la grande majorité est de l'UEPM. Les nouveaux ministres qui sont arrivés au gouvernement, c'est la grande majorité de l'UEPM. Et deuxièmement, ce qu'il a quand même fait, il y a certains choix qui répondent à des critères d'émaillage du territoire. Le cas de Zoumana Mori, parce que c'est le seul cadre qui a... Maillage, pourquoi? Pour quelle raison? Pour les raisons électorales. Mais malheureusement, les autres partis ont refusé de la convention, ont refusé d'adhérer. Le CENI a décliné l'offre et de manière très officielle. Ce qui est très étonnant, ils avaient même fait un communiqué pour dire qu'on a été consultés, mais on n'a pas parce qu'il y a des questions
des questions certainement de fonds, des formes. Il y a des contentieux, il y a des passifs qui n'ont pas été épongés. On m'a dit aussi, je n'ai pas la preuve qu'un père aussi a décliné. Il y a beaucoup de gens qui ont décliné. Même les gens, ancien président ont été annoncés au gouvernement. C'est vous dire quelque part, si les gens ont refusé d'entrer au gouvernement, c'est parce qu'en réalité, vous-même, vous reconnaissez que la volonté d'élargir politiquement est là. Je suis d'accord, mais c'est peut-être parce que les gens ont refusé. En fait, ça pose un problème parce que. Sinon, en réalité, en fait, si on dit. Non, en fait, en réalité, le problème, c'est que pour moi, il y a eu un problème de timing, un problème de méthode depuis le départ. Depuis le départ de ce mandat, on a su que la méthode n'a jamais été. D'ailleurs, il a mis la forme cette fois-ci en consultant la demande. Il a reçu la demande, une délégation de toutes les 20 personnes, ce qui est extraordinaire, parce qu'il y a déjà une crise à ces postes-là. Et il leur a dit qu'il compte sur lui, sur eux pour être fait élire. Malheureusement, je pense que cette démarche va apporter peu de fruits parce que les gens sont déjà sur les positions. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Retour donc sur ce plateau avec notre troisième sujet et nos invités Alexis Kalambri, Les Échos, Abdraman Keïta, Le Témoin, Hassan Kone, NotreNation.com, Draman Aliou Kone, l'indicateur du renouveau. Alors, grogne du collectif des femmes des ex-travailleurs de l'UECOMA. La tentative de marche des manifestants a été dispersée hier. Les ex-travailleurs réclament à l'État le paiement de leurs droits estimé à 8 milliards de francs CFA. Emirana Kilou Maïga. Elles étaient une centaine de femmes membres du collectif des ex-travailleurs de ICOMA à battre le pavé depuis Koulikoro pour Bamako avec un seul objectif, rencontrer le président de la République sur leur situation. Mais celles-ci ont vu leur objectif estompé depuis Bulkasumbougou où la police les a empêchés de rentrer à Bamako. Madame Touré Adjougal Ditmama Sissé, présidente du collectif des femmes. Nous avons quitté Koulikoro à 5 heures pour réclamer notre plan social et protester contre la manière avec laquelle le gouvernement à travers Arakitala a traité notre dossier. Nous voulons rencontrer le président de la République pour lui expliquer notre inquiétude. Nous sommes plus de 300 femmes. Arrivés à Bulkasumbougou, les policiers ont pris nos véhicules là-bas, ils ont fait descendre les femmes et ils ont jeté du gaz lacrymogène sur nous. Celles qui ont pu se rendre devant l'ENA centrale, on a trouvé aussi des tas de policiers qui ont fait la même chose. Pourtant, avant cette marche, le gouvernement s'était engagé dans un délai de 8 semaines à régler définitivement le paiement de leur plan social. Le collectif des femmes s'est dit surpris de voir avant ce délai un rapport du ministre du Travail qui accorde plus de 2 milliards à 26 retraités 2 ans avant la privatisation. Touré Djougal a dit Mama Sissi. Après ces 8 semaines, Arakitala a fait parvenir un rapport dont je ne sais pas comment est-ce qu'elle a élaboré parce que l'INTM n'a pas participé, les représentants des travailleurs n'ont pas participé. Et dans ce rapport, elle a pris 26 retraités qui sont partis à la retraite en 2002, que la privatisation n'a même pas trouvé sur place. Quelqu'un que la privatisation n'a pas trouvé sur place, comment tu peux lui attribuer un plan social ou bien des droits de réinsertion? Le ministre du Travail et de la Fonction publique a annoncé hier lors d'un point de presse que l'État a tenu toutes ses promesses en versant 2 milliards à 100 millions de francs CFA. Cette somme, selon elle, vise à payer les arriérés de salaires et indemnités. Une déclaration que les manifestantes qualifient d'infondée. Touré Djougal Ditmama Sissé. Arakitala a résumé notre plan social aux 2 milliards 100 que ATT nous a donné en 2010 comme solidarité pour que nous puissions quitter la bourse pour aller dans nos familles respectives. Moi, j'étais ébahie quand je la vois à la télé expliquer certaines choses aux journalistes. Elle a tout chamboulé. La cause même de notre problème, c'est Arakitala. Ils vont nous tuer tous ici, nous, on ne va pas partir. Les femmes ex-travailleurs de ICOMA se disent engagées dans cette lutte jusqu'à satisfaction de leurs doléances. Hassan Kone, quelle est votre lecture sur cette situation entre l'État et les anciens travailleurs de l'UCOMA? Bon, c'est quand même regrettable que l'État du Mali soit encore à traîner ce dossier-là dans ses baskets. C'est vraiment regrettable. Et les gouvernements changent, même les régimes ont changé. Et le dossier continue à être emballé. C'est vraiment regrettable et c'est dommage. L'État du Mali aurait dû, pour l'honneur et la dignité, comme on le dit, gérer ce dossier-là. L'honneur et la dignité, j'ai dit, gérer ce dossier-là. Parce que c'est un dossier
qui touche à l'être humain. Ça touche à des gens, à des familles. Ça touche à Koulikoro. Aujourd'hui, quand on arrive à Koulikoro, c'est une misère totale. Donc l'État, si vraiment l'État est là pour les Maliens, pour le service des citoyens maliens, qu'on trouve une solution à ce problème-là. 2 milliards 200, 2 milliards 800 à titre de solidarité, je ne crois pas. Je pense qu'il y a eu des conventions qui ont été signées dans le cadre de ce dossier-là. Il faut que l'État prenne toute sa responsabilité et respecte ses engagements. Mais à quoi peut-on s'attendre? Parce que la situation est dangereuse. A été sabotée hier. La situation est très dangereuse parce que là, ce n'est pas des hommes qui sont en face des policiers, c'est des femmes. C'est des femmes. Et si l'État ne prend pas ce dossier-là en main d'une certaine manière, de ce dossier-là peut partir d'autres problèmes auxquels on ne s'entend pas. Parce qu'il faut peut-être éviter lors d'une répression policière que quelqu'un meure dans cette marche. Ça va embraser la situation. Des gens qui ne sont même pas concernés par ce dossier vont se retrouver dans ce dossier. Il y a déjà eu mort d'homme, selon les témoignages des dames hier. Bon, là, ça n'a pas été officiellement dit. Ok. Alexis Kalambri, votre lecture de cette situation entre ex-travailleurs et l'État? Bon, moi, je suis assez mitigé parce que les deux positions sont diamétralement opposées. Je pense que ce qu'il faut maintenant, c'est qu'il y ait un vrai débat, qu'on rencontre ces dames et que l'État fasse publiquement la preuve, comme Raki a parlé à part et les dames ont parlé à part. Mais il faut vraiment une confrontation. Il faut qu'on sache qui a raison, qui a tort. C'est délicat, mais je suis assez mitigé parce que, disons réservé, parce que j'ai vu un cas. Il y a l'association. D'abord, je doute que l'État, par mansuétude, donne 2 milliards à des gens pour les calmer et qu'on veuille ne pas tenir compte de ça dans l'appurement des dettes. Ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas donner 2 milliards en disant ça, c'était juste pour que vous rentrez à la maison. Et deuxièmement, j'ai vu. C'est quand même 25% des 8 milliards. Bon, voilà. Donc, on ne va pas donner ça et dire que ça ne compte pas. Ensuite, j'ai vu avec les travailleurs compressés, vous savez, depuis disons l'arrivée du FMI avec le programme d'ajustement structurel, vous avez des travailleurs qui ont été compressés, qui réclament encore leurs droits. Mais j'ai vu le ministre des Finances actuel a écrit depuis 2 ans maintenant pour dire donnez-moi vos comptes individuels, nous allons payer une bonne fois pour toutes. Mais l'association refuse, l'association veut avoir l'argent pour gérer, parce qu'on a vu effectivement que chaque fois que ça s'est passé comme ça, il y a eu litige. Donc, c'est compliqué. Alors, à quoi peut-on s'attendre maintenant, après cette marche ratée des femmes? On ne peut pas régler la question en réprimant les marches, en n'écoutant pas. Il faut que sur la place publique, que argument contre argument, d'abord, l'État vienne faire la preuve qu'on a payé, comme Raki l'a dit, et que les travailleurs soient au moins confondus, ou alors qu'on reconnaisse qu'ils ont raison et qu'on les mette dans leurs droits. Ok. En fait, il y a un problème, c'est un scandale. On est en train de scandale. Il est aujourd'hui presque acquis qu'il y a des détournements des fonds. D'ailleurs, quand on écoute maintenant la ministre, et aujourd'hui j'ai lu dans le sort qu'elle a ouvert une enquête. On parle de 2 milliards à 26 personnes. Et je crois que dans ces choses-là, on est au Mali, il y a toujours des magouilles entre le ministère de la fonction publique, les prétendus représentants de ces travailleurs, les notaires et autres. C'est que sûr, quand on écoute madame aujourd'hui, elle avoue presque un détournement des fonds. Parce que c'est simple. Aujourd'hui, dans un temps moderne, pour payer quelqu'un ses droits, il suffit de vérifier sur son compte et on a les bordeaux de virement. On peut comme donner 2 milliards à des gens comme ça, sans avoir des traces. Elle-même, elle a décidé d'ouvrir une commission d'enquête. Ce qui veut dire quelque part, elle est consciente qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas normales qui ont été commises. Au-delà de ça, je crois que cette affaire-là, il faut définitivement poser la question. Poser le problème, qu'on en débatte, et les différents partis en débattent et qu'on en sorte. C'est sûr, aujourd'hui, Koulikoro est une ville morte.
n'y a plus rien là-bas, c'est la désolation totale. Et malheureusement, de mois en mois, il y a des promesses, il y a des annonces. On a dit qu'il y a des représentants du l'ICOMA, on n'a pas annoncé des Ghanéens. Malheureusement, ces Ghanéens parlent de 2022, on a parlé des représentants nigérians, et aussi parlent de 2020. Il y a toujours des promesses. Je pense que il y a des misères humaines, c'est des vies humaines qui sont en jeu. Aujourd'hui, que l'État s'assume, qu'on pose le débat, qu'on a toutes les solutions définitives à cette question-là. Mais malheureusement, on tourne parce qu'il y a des gens qui sont au sein de ces structures-là, au sein des ministères, qui ont détourné une partie de cet argent. Et moi, je suis convaincu que c'est là la réalité des choses. Mais est-ce que vous pensez que le paiement des 2 milliards par l'État signifie qu'il n'y a plus de devoir envers ces anciens travailleurs? Mais déjà pour ces 2 milliards, il y a déjà un problème. C'est la DMS qui a annoncé l'ouverture d'une enquête. Parce qu'elle est convaincue, certainement, elle a compris que quelque part, des gens ont détourné les fonds. Parce que c'est ce qu'on a compris depuis toujours. Chaque fois, il y a un paiement des droits des travailleurs. Il y a certains qui sont devenus des professionnels des déclarations des droits, qui sont installés à Bourse de Travail, qui ne travaillent plus, qui sont là seulement à réclamer ces sous-là. Et quand ces sous arrivent, ils prennent une grosse partie et on donne des boursiers aux ayants droit. Et c'est quand on écoute ce qu'Alexis vient de dire, on refuse de nous donner des comptes bancaires de ceux qui sont concernés. Quelque part, il y a une complicité de l'État dans tous ces détournements-là. Et je crois que c'est à ce niveau qu'il faut se laisser pour qu'on puisse passer aux autres droits. C'est les droits qui sont acquis. On a dit qu'ils ont droit à 8 milliards. On donne 2 milliards. C'est comme il a dit, c'est 25%. C'est important, mais malheureusement, on a tellement de détournements des fonds dans le pays qu'on pourrait résoudre ces problèmes-là il y a longtemps. Okay. Abdraman Keita, rapidement. Les gens ils ont raison de dire qu'en réalité, les sous qu'on a toujours défalqués pour ce genre de situation ont toujours été gérés de façon informelle. Donc il n'y a même pas de traçabilité. On ne sait même pas qui a reçu quoi et autres. Et je ne sais pas, je me demande même si ces gens-là n'entretiennent pas cette situation pour avoir encore à revendiquer après. Puisque dans plusieurs cas, c'était comme ça. L'État s'est acquitté de ses dettes, mais les mêmes gens sont revenus quand même réclamer. Mais moi, je pense de toutes les façons que c'est la situation, que cette marche-là intervienne aujourd'hui, tout de suite, après que le président de la République lui-même ait déjà donné des gages, participe un peu du lot de pression que le Fonds social est en train d'exercer sur l'État, sur un État un peu affaibli, dont on sait se trouve dans la logique d'un renouvellement de mandat. De renouvellement du bail qu'il a avec le peuple, et les gens espèrent vraiment profiter de cette situation pour parvenir à leur fin, pour réveiller les vieux dossiers et puis les résorber une bonne fois pour toutes. Mais est-ce que ce sera résorbé une bonne fois pour toutes? C'est une question. Quant à dire qu'est-ce qui adviendrait et autres, moi je pense qu'en réalité ce qui adviendrait, c'est que ça fera quand même les choux gras de l'opposition, qui va certainement l'utiliser contre le régime et tout ce qu'il y a comme tendance opposée à ce régime-là, parce qu'il n'y a pas que l'opposition, il y a aussi des tendances associatives contre qui vont l'utiliser contre le régime. Voilà ce qui adviendrait. Ok, merci beaucoup. La loi d'entente nationale, la marche des femmes et le nouveau gouvernement de cette semaine ont été les thèmes, les sujets qui ont été débattus par nos invités. Alexis Kalambri du journal Les Échos, Abdraman Keita du journal Le Témoin, Hassan Kone de notre nation.com et Draman Aliou Kone de l'indicateur du renouveau. Nous sommes donc au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org et réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 et 75 84 12 12. Le débat a été réalisé par Moumine Sendibou, mise en onde par Philly Dambélé. La régie vidéo était assurée par Peting Diara. Je suis Aliou Sidibé et à la présentation et Mohamed Touré pour la coordination. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.